Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Objectif Brochet Record. Dans cet épisode, il sera question de la pêche au big bait. Nous aborderons tous les aspects matériels et techniques. C'est gros. Les cannes, les moulinets, les montages, les nœuds, l'armement des leurres, mais aussi les techniques de combat avec des cannes big bait, le ferrage, mais aussi le moment important de l'épuistage. Tout sera passé au crible pour se donner les meilleures chances de ne pas rater le brochet record. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous proposer un nouvel épisode d'Objectif Brochet Record et cette fois-ci on va faire un focus sur la pêche très spécifique du brochet dite au big bait. D'abord, qu'est-ce que la pêche au big bait? C'est la recherche du brochet avec de gros leurres volumineux, imposants et lourds et qui vont nécessiter l'utilisation d'un matériel spécifique pour qu'on soit vraiment efficace en pêche. Au niveau des leurres, on va dire qu'à partir de 22-25 cm, suivant le poids et le volume du leurre, on va tomber dans la catégorie big bait. Donc là, typiquement, un Dunkel 9 de chez Ilex, réarmé et avec un surlest pour pouvoir pêcher un peu plus profondément qu'à l'objectif sur ce type de leurre. On va tout à fait rentrer dans une catégorie big bait qui va demander un matériel spécifique et justement un réarmement des leurres pour être capable justement de supporter ce qu'on est destiné à faire avec ce genre de leurre, c'est-à-dire prendre des très gros brochets. La taille standard donc des big bait peut commencer à partir donc de 22-25 cm, comme ici avec ces deux leurres, mais on peut monter aussi dans des catégories beaucoup plus imposantes, jusqu'à à peu près 30 cm, qui constitue déjà quelque chose d'assez imposant pour la pêche du brochet et surtout pour le matériel, parce que là, armé, avec une tip-up head de chez Ilex, ce Wolf Creek dépasse les 260 grammes. On imagine bien qu'en termes de canne et de moulinet, il va falloir quelque chose quand même d'adapté pour pouvoir le lancer et pêcher efficacement avec. On va commencer par parler de l'armement des leurres big bait. Donc évidemment, on ne va pas se focaliser sur l'armement des hard swim bait, puisque en général, ils sont équipés de très bons triples et d'armements qui conviennent tout à fait à ces leurres-là lorsqu'on prend des leurres effectivement dans des marques qui sont de qualité. Donc du coup, pas besoin, on peut directement pêcher avec. Évidemment, adapter le lest avec un lest additif pour pouvoir faire évoluer vos swim baits à des profondeurs différentes et adaptées avec la profondeur d'eau dans laquelle vous êtes. Et on va plutôt se focaliser sur les leurres souples. Au niveau des leurres souples, moi ce que je conseille au niveau big bait, c'est clairement d'utiliser des montages d'armement de triple ventral. Donc du coup, il s'agit du fameux montage qu'on appelait au départ shallow rig, qui était fait pour pêcher avec des gros leurres souples ou des leurres souples tout court sans lest. Et donc du coup, le fait d'armer par en dessous les triples permettait d'équilibrer le leurre lorsqu'il évoluait sans plomb. Là, il n'est pas question d'évoluer sans plomb, même si effectivement on peut tout à fait pêcher big bait avec ce type de montage, avec des très gros leurres dans très peu d'eau. Mais là, l'armement, il est surtout important pour pouvoir bien dégager les triples du leurre, pour que justement à la touche, comme ces leurres-là sont très volumineux, lorsque le brochet va prendre sa proie, en fait, il exerce une force de préemption au niveau de la mâchoire qui va faire que le leurre a tendance à pas bouger. On verra dans le chapitre qui est dédié au ferrage qu'il est très important d'avoir un ferrage très adapté et très efficace pour justement faire reculer le leurre de manière à ce que les hameçons puissent bien se planter. Et pour ça, il ne faut pas que les hameçons soient trop masqués par l'épaisseur et la taille du leurre. Donc du coup, on va choisir des hameçons qui sont assez imposants. Donc le mieux, c'est de prendre des hameçons qui dépassent légèrement la largeur du leurre, de manière à ce que les pointes restent toujours efficaces. Et l'autre point qui va être important, évidemment, c'est d'utiliser des hameçons très costauds
pour éviter donc du coup d'avoir des hameçons qui vont s'ouvrir lors des combats, justement sur ce matériel-là qui va être très costaud, pas forcément avec beaucoup d'élasticité, et donc du coup qui vont mettre à rude épreuve les hameçons. Donc du coup des hameçons de qualité en termes de piquant et aussi bien sûr en termes de robustesse. Par contre, il vaut mieux éviter de prendre des triples trop gros, parce que l'inconvénient qu'on va avoir, c'est que le triple va avoir tendance à tourner au lancer autour du leurre, et s'il est trop gros, en fait, il va réussir à faire le tour du leurre et en fait à se mettre un peu comme ça. Et donc du coup, ça fait que quand on va ramener le leurre, bah, déjà les hameçons sont plus très efficaces, et en plus ça va déséquilibrer la nage du leurre. Donc du coup, choisissez des largeurs globalement à peu près légèrement supérieures à l'épaisseur du leurre. Pour des leurres de 25 cm de ce gabarit-là, comme le Dexter Chat 250 ou le Dunkel 9 de chez Ilex, et bien du coup du 3.0 ça va convenir. Au niveau de leurres gros comme ça, comme le Wolf Creek, et bien vous pouvez monter à 4.0 sans aucun problème, voire même une taille au-dessus pourrait tout à fait convenir pour le triple à l'avant du leurre. L'autre gros intérêt de l'armement ventral, c'est de permettre un détachement des triples lorsque on prend le poisson. Ce qui va permettre justement de dégager le leurre de la gueule du brochet. D'une, ça va éviter de trop abîmer le leurre pendant le combat, au moins l'abîmer. Et l'autre intérêt majeur, c'est d'éloigner justement le leurre qui peut faire office de point d'appui et permettre justement au brochet de se décrocher beaucoup plus facilement. Donc du coup, c'est aussi un gros avantage du montage ventral avec justement un armement qui va pouvoir se dissocier du leurre au moment du ferrage. En ce qui concerne la confection des montages justement ventraux comme ça, je vous ai mis en fin de vidéo, vous voyez ici apparaître le moment dans lequel je vais aborder le montage, où je vais faire un petit tuto pour montrer justement comment est-ce que on fabrique très facilement ce genre d'armement qui vont pouvoir convenir à n'importe quelle leurre. Bien qu'il soit possible de pêcher big bait avec des cannes spinning, le fait de pêcher avec des gros moulinets casting va permettre de récupérer beaucoup plus simplement et avec moins d'efforts de gros leurres qui tirent sur la canne. L'autre côté intéressant, c'est d'avoir un positionnement du bras sur la canne et sur le moulinet qui va permettre de moins se fatiguer au cours du temps en pêchant avec de gros leurres. En ce qui concerne les cannes, pour pêcher big bait, il faut une capacité de puissance de lancer de minimum 100 grammes. 100-150 grammes, ça va convenir parfaitement pour des petits milieux, donc les étangs ou des rivières pas trop grandes. Dès qu'on va sur des grandes étendues d'eau, notamment en grand lac, il faut passer sur des modèles qui sont capables de lancer au moins 200 grammes, comme du coup cette Night Shadow Wild Dog, qui va être vraiment parfaitement adaptée pour pêcher avec des leurres jusqu'à 200 grammes, sans aucun problème. Et du coup, pour ce genre de canne, justement, pour les lacs, il va falloir aussi, pour favoriser en fait la capacité de lancer, un long talon qui va permettre justement d'avoir en fait un bras de levier très important pour pouvoir propulser les leurres le plus loin possible. Donc ça, c'est un point qui est important. Par contre, dans les milieux qui sont plus petits, on va pouvoir utiliser des cannes du coup avec des puissances de lancer un petit peu plus faibles, comme ici du coup une Night Shadow Big Bait spéciale. On a aussi la Réservoir Dog qui est vraiment une canne que j'utilise beaucoup justement dans les fleuves, les rivières, quand je vais faire de la bordure, des choses comme ça, que j'ai pas besoin de lancer très très loin. C'est des cannes qui sont agréables, elles vont avoir donc du coup un petit peu plus de souplesse, et du coup ça va être quand même plus confortable de pêcher avec. Et le talon va être plus petit, et donc du coup pour faire des lancers sous la canne, des lancers un peu précis justement quand on n'a pas besoin forcément d'aller loin, mais d'être un peu plus précis, d'avoir un peu de maniabilité sous le bras là, pour éviter justement sur des mouvements rotatifs, d'avoir le talon qui vient frapper les côtes, et bien du coup avoir un talon un petit peu plus petit. Par contre vraiment en lac, il est vraiment nécessaire d'avoir vraiment ces talons qui sont très longs pour pouvoir vraiment avoir un bras de levier très important. Pour des pêches sur des leurres vraiment énormes, c'est-à-dire quand on atteint les 250 voire 300 grammes
de puissance de lancer, il faut avoir des modèles très spécifiques, comme ici la War Dog, qui est sortie donc chez Ilex en Blue Shadow et en Night Shadow, qui est plus au catalogue actuellement, mais on doit pouvoir encore en trouver. C'était une canne donc, de puissance de lancer 300 grammes. Le côté intéressant et qui me plaît, et le cahier des charges pour moi qui est important dans des cannes Big Bait, c'est que c'est des cannes qui ne doivent pas être trop raides. Pour moi, du coup, on doit quand même garder, malgré la puissance, une certaine souplesse en pointe pour éviter de trop décrocher les poissons. Et sur ces cannes-là, justement, qui sont très puissantes, le risque, c'est d'avoir des vrais tricks. Et donc, du coup, lorsque le poisson va faire des coups de tête, et ben, du coup, il va avoir tendance à se décrocher. On va voir qu'il y a des techniques de combat qui sont vraiment très importantes à mettre en œuvre avec ce type de matériel pour justement favoriser le bon déroulement des combats et notamment le fait de ne pas décrocher les poissons. Vous allez voir qu'on ne combat pas un poisson avec du matériel V-Bait comme on le combattrait avec des cannes à pêche beaucoup plus light. C'est ce que j'ai appris à mes dépens au début. Je décrochais beaucoup de poissons et j'ai compris justement qu'il fallait donc du coup travailler le poisson différemment. Et par contre, malgré tout, si on peut avoir des cannes justement qui restent très puissantes avec une action de pointe qui est relativement souple et qui va permettre justement de bien amortir les coups de tête des gros brochets, ça va favoriser justement le fait de ramener beaucoup plus de poissons au bateau, d'éviter les décrochages. En ce qui concerne les moulinets, il faut s'orienter sur une taille 300 qui va convenir parfaitement. Moi j'utilise des low profile, c'est-à-dire des moulinets qui sont relativement petits en termes de profil. Moi je trouve que c'est plus agréable au niveau de la préemption. Par ailleurs, du coup, j'ai testé plusieurs types de moulinets. Globalement, un moulinier qui a un très bon rapport qualité-prix et qui franchement, qui marche très très bien. J'ai pris de très grosses silures avec. J'ai fait plein de gros brochets avec. C'est mon moulinet numéro 1 pour pêcher en grand lac avec la Wild Dog de Night Shadow. Et du coup, c'est un moulinet, franchement, il est un rapport qualité-prix qui est vraiment imbattable. Au niveau du combat, le combat sur une canne Big Bait commence déjà par un bon ferrage. Donc au niveau du ferrage, vous allez le voir sur les images, il est super important d'avoir déjà un bon positionnement de la canne avant de ferrer. Donc la canne, elle doit être en ligne droite avec le leurre. Donc du coup, on doit avoir un prolongement entre la canne et la ligne. Ça permet de ressentir beaucoup mieux la touche. Et ça permet d'avoir un positionnement idéal pour pouvoir lancer le ferrage. Ensuite, le ferrage, il faut ferrer avec tout le corps. C'est le corps qui fait pivot, c'est la hanche qui pivote. Et donc du coup, un peu à l'image d'un golfeur, vous allez avoir une rotation du bassin, hein, qu'on voit sur ces images, qui va permettre justement de faire que tout le corps, et non pas que le bras, va rentrer en mouvement pour pouvoir justement imprimer de la puissance pour que le ferrage soit vraiment efficace. Cette amplitude-là et cette force-là va permettre justement au leurre de se déplacer dans la gueule du poisson pour justement faire en sorte que les triples puissent trouver un point d'appui et avancer suffisamment dans la gueule du poisson pour pouvoir avoir un minimum de pénétration. Une fois que le ferrage est assuré, que le poisson est vraiment au bout de la ligne, il est super important sur des cannes Big Bait de desserrer le frein tout de suite et de mettre la canne vers le bas, le sion au ras de l'eau, pour justement commencer à déjà faire en sorte que le poisson évite de monter en surface et secouer la tête, ou voire sauter, parce que du coup c'est des risques de décrochage qui sont très importants. Et l'autre point, c'est desserrer le frein, puisque du coup, après, on va pas travailler en force comme on pourrait le faire justement avec des cannes plus light. On va laisser le frein jouer pour justement minimiser la problématique de la raideur de ces cannes qui sont très fortes. Notamment quand le poisson arrive au bateau, sur les rushs, faire en sorte que ce soit pas forcément la canne qui absorbe tous les coups de tête du poisson, parce que comme les cannes sont quand même raides, et bien du coup on va favoriser énormément le décrochage des poissons si on travaille vraiment en force avec des freins qui sont trop serrés. Pour le ferrage, on a un frein qui est très serré, mais une fois que le ferrage est terminé, le problème c'est que les coups de tête du poisson, ça va faire travailler en fait la pointe de l'hameçon
dans la gueule du poisson. Et donc du coup, petit à petit, il peut se créer donc du coup un petit peu de mouvement et de jeu, qui fait que du coup, à un moment, hop, en ouvrant la gueule, et bah du coup, l'hameçon va se faire éjecter. C'est encore plus vrai avec du matériel big bait. Lors du combat, il ne faut pas hésiter, lorsque le poisson va faire ses rushs, d'accompagner avec le bras le mouvement du poisson. Ça va permettre de délester la tension qu'on a dans la canne. Et donc du coup, en accompagnant du bras, et quitte à plonger la canne sous l'eau, ça va permettre justement d'éviter au poisson de se décrocher. Une autre astuce qui est vraie, quelle que soit la pêche, qu'elle soit big bait ou pas, mais c'est encore plus vrai en big bait, il faut éviter de faire des changements brutaux ou des changements tout court d'orientation de la canne. Si on les fait, il faut les faire de manière en accompagnant le poisson. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Super. On change le sens. Pas qu'il se coule la gueule surtout. Alors qu'en fait, en réalité, il vaut mieux continuer à accompagner dans le sens de la nage du poisson jusqu'à ce qu'il se fatigue. C'est notamment un aspect que j'ai souvent mis en œuvre lorsque je pêchais sans épuisette. En fait, je devais attendre que le poisson soit vraiment épuisé avant de pouvoir m'en saisir. Et dans ce cas-là, je tourne autour du bateau avec le poisson de manière à justement éviter les changements de sens du leurre. Comme j'avais pas d'épuisette, je devais attendre que le poisson se fatigue et donc suffisamment longtemps pour pouvoir justement m'en saisir et éviter que je me blesse et que lui se blesse aussi. Même si vous avez une épuisette, continuez à essayer de faire ça pour éviter de décrocher bêtement les poissons. L'autre point crucial de la pêche au brochet, c'est le fait de réussir de mettre le poisson à l'épuisette. J'ai pendant longtemps pas utilisé d'épuisette parce qu'effectivement j'y trouvais quand même beaucoup d'inconvénients, notamment quand je pêchais tout seul, le fait d'avoir à déplacer une épuisette, souvent on la trouve emmêlée dans le bateau, etc. Donc du coup finalement on perd plus de temps qu'autre chose. Et l'autre aspect, c'était que du coup, je trouvais que en utilisant mal une épuisette, on blessait les poissons. Et notamment, les brochets ont tendance à s'enrouler dans les épuisettes. Et c'est typiquement des choses qui m'ont fait ne pas utiliser les épuisettes pendant longtemps. Lorsque je me suis focalisé sur la pêche des très très gros brochets, on a tellement peu de touches et tellement peu d'occasions de toucher les très très gros poissons que je ne pouvais plus me permettre éventuellement de prendre le moindre risque pour perdre le poisson. Cela dit, j'ai essayé de mettre en place une stratégie qui me permet d'utiliser l'épuisette de la meilleure des manières possibles. Première chose, déjà, c'est de faire en sorte que l'épuisette soit toujours disponible, ouverte et dégagée, notamment quand on pêche tout seul, mais quand on pêche à deux, c'est pareil. Il faut qu'on puisse prendre l'épuisette directement et d'un simple mouvement avoir l'épuisette qui soit directement opérationnelle. Donc pour ça, je plie toujours de la même manière et je positionne toujours exactement au même endroit mon épuisette et je fais en sorte qu'elle soit positionnée dans un endroit et je dirais dans une position qui fait que le filet ne peut pas se prendre quelque part. Il n'y a rien de pire que de prendre l'épuisette et d'avoir le filet qui est pris dans une canne ou dans je ne sais quoi qui traîne. Et donc là, du coup, forcément, on se déconcentre, on perd du temps et on a énormément de risques de perdre un poisson. Donc ça, c'est la première chose, l'épuisette super bien rangée. La deuxième chose, c'est ne pas se précipiter pour mettre un poisson à l'épuisette. Donc du coup, il faut continuer à combattre le poisson le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'on considère qu'effectivement, il est suffisamment calme pour pouvoir rentrer dans l'épuisette. Donc, en cas de rush au dernier moment, surtout, il ne faut pas essayer de se précipiter avec l'épuisette pour prendre le poisson. Pourquoi? Parce que souvent, on va avoir un triple qui va traîner en dehors de la gueule du poisson. Et justement, quand on va aller chercher un poisson qui est en train de rusher pour partir, le risque, c'est d'accrocher l'hameçon dans l'épuisette et que le poisson soit à l'extérieur. Et là, du coup, évidemment, catastrophe. Le poisson, il se coule la gueule, il se décroche, voire il casse. Et donc, du coup, c'est hyper néfaste. Donc, du coup, moi, j'avais pris cette habitude-là de bien travailler les poissons assez longtemps avant d'être capable de les prendre à la main, puisque du coup c'était quand même assez dangereux avec les tripes qui sortaient. Vous ne pouvez pas prendre un poisson qui soit complètement hyper encore en forme, parce que du coup il va se secouer, il risque de se blesser, moi aussi je risque de me blesser, donc j'attendais assez longtemps. J'ai gardé un petit peu cet aspect-là, pas précipiter justement
la mise à l'épuisette. En plus, vous pouvez rapidement constater si vous voyez que le poisson est bien piqué ou pas bien piqué, et ça va vous permettre de vous détendre sur la suite des opérations, savoir si vous pouvez aller le laisser traîner un petit peu, ou si au contraire il faut accélérer un petit peu le mouvement, mais quoi qu'il en soit, pas aller trop vite, pas mettre les poissons forcément en forçant à l'épuisette. Ça pour moi c'est pas bon du tout. Souvent c'est comme ça qu'on les perd. L'autre point qui est important, c'est que l'épuisette, il faut bien la positionner. Et l'idéal, c'est que le poisson, il rentre la tête en premier dans l'épuisette et faire en sorte que le poisson, il rentre dans le milieu de l'épuisette. Le risque, là, il est plus pour le poisson, c'est que le poisson, si vous ne relevez pas votre épuisette suffisamment tôt et que vous laissez le poisson aller plus loin dans l'épuisette, le risque, c'est d'accrocher en fait les triples qui vont sortir de la gueule du poisson, les accrocher sur l'extérieur de l'épuisette, tout en haut de l'épuisette. Et là, c'est typiquement ce genre de situation qu'il ne faut absolument pas faire, où le poisson, il reste pris en haut de l'épuisette, et donc du coup, il se sent mal à l'aise, et du coup, c'est là qu'il va se secouer et qu'il va s'enrouler. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'il ne faut pas faire. Il faut que le poisson y rentre par le milieu de l'épuisette, donc la tête bien au milieu de l'épuisette, comme vous voyez sur les images, et après, qu'on ait un mouvement qui soit bien synchronisé. Avant que le poisson soit au bout de l'épuisette, il faut avoir relevé l'épuisette. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, d'utiliser une taille d'épuisette adaptée à la recherche de ces gros poissons. Donc du coup, il faut prendre des tailles d'épuisette qui font presque 1 mètre en fait, de largeur. Ça va vous permettre justement de pouvoir rentrer assez facilement un poisson maitré. Le truc, c'est que si vous prenez une épuisette beaucoup trop grande, à 2, pas de souci pour les manier. Donc je vous conseille notamment un modèle de chez Gunky là, qui est très très bien et qui permet justement de rentrer des poissons gigantesques sans problème. Par contre, j'utilise aussi un modèle un petit peu plus petit de chez Savage Gear qui, lorsque je suis tout seul, va être beaucoup plus simple à manier, puisque du coup le filet va être un petit peu plus petit, mais les dimensions restent suffisamment grandes pour pouvoir rentrer des très très gros poissons sans problème. Donc du coup, pensez aussi à adapter la taille de l'épuisette si vous êtes tout seul ou si vous êtes à 2. Donc la plus grande possible, aussi adaptée à votre embarcation, parce que si vous avez une embarcation qui est trop petite, effectivement, ça peut être embêtant d'avoir une trop grosse épuisette. Mais du coup, si vous pouvez avoir vraiment une épuisette vraiment très large, c'est vraiment le top. Et du coup, par exemple, dans certains cas, quand je suis tout seul, je préfère prendre un modèle un tout petit peu plus petit que je vais pouvoir du coup manier de manière un petit peu plus facile. Et du coup, ça va me permettre, malgré le fait qu'elle soit un tout petit peu plus petite, de mettre les poissons à l'épuisette le plus correctement possible. Et une fois que votre poisson est rentré dans l'épuisette, il faut que justement le poisson il soit le plus bas possible dans l'épuisette et qu'il soit dans l'eau, qu'il n'y ait pas de tension. Parce que justement, s'il reste de la tension entre le leurre qui s'accroche dans l'épuisette et que le poisson il est un peu dans l'air, et bien justement c'est là qu'il va tourner et là il risque de se blesser fortement. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, surtout avec les gros poissons, puisqu'ils sont très rares et il faut vraiment y faire très attention. Et donc du coup, je vous conseille dans ces cas-là, donc de bien laisser le poisson au fond de l'épuisette, dans l'eau, et du coup, il sera dans ces cas-là assez calme. Vous pouvez le manipuler tranquillement, enlever les triples, et faire les photos et le remettre à l'eau le plus vite possible. Au niveau du bas de ligne, le bas de ligne pour moi, il est important qu'il soit discret. Effectivement, en France du moins, les poissons sont éduqués. Je pêche des lacs où il y a énormément de pression de pêche et la finesse des montages pour moi est primordiale. Et du coup, même quand on pêche big bait, il faut essayer d'être à minima discret. Donc du coup, j'utilise une tête de ligne en 50 livres, voilà, qui va faire au moins pratiquement 2 à 3 mètres. Cette tête de ligne elle va être reliée à la tresse via du coup un nœud FG que vous allez avoir en description, en tuto, donc à la fin de la vidéo. Donc vous pourrez voir s'inscrire ici le moment où je vais expliquer le tuto ce nœud, si vous voulez aller directement à ce point-là de la vidéo. Et sinon, je vais, pour éviter de me faire couper, parce que pour le coup,
le 50 livres, quand on utilise des cannes aussi raides que des cannes Big Bait, c'est beaucoup trop fin pour pouvoir justement éviter de se faire couper. Et c'est un point qui pour moi est extrêmement important, c'est que on ne doit pas perdre un poisson, notamment en se faisant couper. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fend le cœur, parce que faut imaginer que le poisson il part avec un énorme leurre dans la gueule, et que même s'il arrive à l'éjecter à un moment ou à un autre, c'est pas garanti, et je pense que c'est pas un bon moment pour lui, et c'est dangereux pour le poisson. Donc du coup, il faut absolument éviter de se faire couper. Pour éviter de se faire couper, on pourrait utiliser des câbles d'acier, mais clairement, il y a une différence extrêmement importante dans le nombre de touches. Donc du coup, j'utilise pas d'acier, parce que sinon, du coup, on prend pas de poisson. Au moins dans les milieux que moi je pêche, qui sont quand même des milieux où l'eau elle peut être très claire, et dans lesquels justement il y a une pression de pêche qui est très grande. Donc du coup, le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est d'utiliser du fluorocarbone de qualité. Donc bon, j'utilise toujours du Varivas. Et du coup, j'utilise le 100 livres. Donc le 100 livres qui fait presque 100 centièmes. Jusqu'à présent, celui-ci, je ne me le suis pas fait couper. 80 livres, je me suis fait couper. 50 livres, je me suis fait couper. Et là, ça fait plus d'un an que j'utilise le 100 livres pour terminer les bas de ligne lorsque je pêche Big Bait. Et j'ai jamais eu de coupe encore. Donc voilà, bon, je sais que même avec ce type de bas de ligne, on peut se faire encore couper, mais ça devient vraiment très rare. Et donc du coup, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Peut-être que si ça m'arrive un jour, je monterai encore au-dessus. Et donc du coup, le bas de ligne, donc, pour terminer, par contre, vous voyez, il est très court. Je peux même le faire un tout petit peu plus court. C'est pour justement éviter d'avoir trop de grossièreté, on va dire, sur le bout de la ligne, et tout de suite passer sur quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus discret, donc du coup le 50 livres. Voilà. Pour terminer tout ça, un point qui me paraît essentiel, c'est l'attache du leurre. Donc du coup, il y en a beaucoup qui utilisent le nœud sans agrafe. Donc du coup, c'est donc du coup le fait d'utiliser un nœud dit du champignon, qui va permettre justement de fixer les leurres directement sur le bas de ligne. Pour moi, l'inconvénient majeur de ce nœud-là, c'est que sur certaines têtes plombées, et du coup, le fait de faire un champignon sur des gros diamètres de fluorocarbone fait que du coup, on n'arrive tout simplement pas à passer le champignon dans l'œillet de certains leurres. Donc du coup, moi personnellement, je m'embête plus, et c'est assez facile à mettre en place. C'est du coup un anneau soudé que je vais raccrocher directement avec un nœud cuillère vraiment tout bête, et tout simplement un anneau brisé. Et avec l'anneau brisé, j'ai toujours sur le bateau une pince à anneau brisé. Franchement, ça prend 10 secondes. Je monte du coup directement mon leurre sur l'anneau brisé. Et voilà, c'est hyper rapide, et c'est très sécurisant, parce que du coup, si votre anneau brisé est de qualité, et que du coup les spires de l'anneau brisé sont bien serrés, à aucun moment vous allez avoir votre anneau brisé qui va sortir du leurre ou de l'anneau soudé. Et donc au final, vous avez un montage qui est carrément sûr à 100%. Donc du coup, moi, pour la pêche Big Bait, on cherche des très gros poissons. Je me prends pas la tête, je fais vraiment quelque chose de fiable. C'est d'ailleurs ce type de montage qui sont utilisés pour pêcher les très gros poissons, les Caranguiniovidis, les tarpons, etc. C'est ça qui est utilisé et pas autre chose, hein. Il est hors de question sur des pêches très fortes, même comme par exemple pêcher le silure, des silures de plus de 2 mètres avec des montages aux champignons, ça n'a aucun sens. Le champignon, il finirait par exploser. Donc du coup, ça c'est de la sécurité. Le nœud champignon, franchement, pour moi, c'est vraiment pas terrible. Ouais, pour des petites pêches, ça va. Pour les pêches fortes, non. Brochet, pas de souci, hein, tout le monde l'utilise. Moi, perso, je préfère avoir un truc polyvalent. Si je veux prendre un silure de 2,30 m et vraiment faire un combat musclé, franchement, avec ça, je suis tranquille. Voilà. Voilà, nickel. Un dernier point qui est important pour moi au niveau du Big Bait, c'est comme on utilise des gros hameçons, et on va viser évidemment des très gros brochets. De temps en temps, malgré tout, quand on a mis le poisson à l'épuisette, on peut avoir justement un triple
qui va se prendre dans l'épuisette, ou alors un hameçon qui va être très profondément engamé, notamment dans les ouïes. Dans ces cas-là, il est indispensable de disposer de pinces coupantes. Donc du coup, moi j'en ai deux modèles, j'en ai un court comme ça et un plus long comme vous voyez sur les images, qui va vous permettre d'aller rechercher justement le triple et d'aller couper les branches du triple si nécessaire, si vous voyez vraiment que le poisson est mal piqué, ou alors de couper le montage shallow screw de manière notamment à faire en sorte que le poisson n'ait plus de tension au niveau du leurre. Et du coup, typiquement, s'il est pris dans l'épuisette, du coup, il va se calmer et après, vous pourrez reprendre le triple pratiquement derrière en passant derrière les ouïes. Donc ça, pour moi, c'est des outils qui sont vraiment importants. Il faut les avoir à portée de main pour pouvoir rapidement, justement, libérer un poisson et du coup, couper les triples ou le montage pour pouvoir le libérer le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. C'est super important. On pourrait pêcher sans ardillon. Je pense que ça serait tout à fait envisageable sur le brochet. Par contre, pêcher big bait avec des hameçons simples, pour moi, franchement, c'est prendre trop de risques sur le fait de rater les poissons à la touche. Donc, mais par contre, clairement, effectivement, je pense que globalement, on les blesse plus avec des triples, mais pour moi, ça reste nécessaire. Si on veut quand même se donner le plus de chances possible de ramener ces gros poissons, on a très très peu de touches. La pêche est déjà suffisamment difficile comme ça, donc du coup, il faut quand même mettre toutes les chances de son côté. Donc du coup, les triples, pour moi, c'est important, mais il faut que vous ayez ce qu'il faut pour pouvoir débarrasser le poisson de ces triples le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Derrière, vous allez retrouver deux tutos, un pour le 9G et un pour les montages et leur souple. Et j'espère vous retrouver bientôt avec d'autres contenus. Alors ce qu'il faut faire, c'est déjà attacher quelque part avec une bonne boucle la tresse. Voilà. Tac. On utilise un taquet sur un bateau, n'importe quoi. On trouve toujours, en se débrouillant bien, quelque chose pour pouvoir accrocher la ligne. Ensuite, il faut tendre la ligne de manière à avoir un petit peu d'élasticité, comme ça. Mais pas trop tendu non plus. Voilà. Ensuite, on prend le bas de ligne. En l'occurrence, j'utilise un 50 livres. Et on prend la longueur souhaitée. Donc là, moi, ce que je conseille, c'est de prendre au moins 2 mètres. Je prends 2 grandes brasses comme ça, là. Voilà. Ensuite, en plus, on en perd au fur et à mesure de la saison. Très honnêtement, même pour quelqu'un qui pêche beaucoup, une fois les nœuds bien faits et quand on utilise du bon matériel, eh bien on peut pratiquement pêcher une saison entière avec le même montage, moyennant le fait de couper de temps en temps quelques bras si on a abîmé un petit peu le fluoro. Donc du coup on est sur du 50 livres, c'est largement suffisant pour pouvoir justement pêcher avec du big bait, hein. C'est quand même relativement, c'est même très costaud. C'est du shock leader en plus, c'est de la qualité, c'est du Varivas. Donc du coup ça coûte un peu cher, mais franchement c'est du très très bon matériel. Et donc du coup moi j'utilise ça et je vois que tous les spécialistes utilisent ça largement, je dirais sans aucune restriction. Et donc du coup voilà, donc ensuite une fois qu'on a la ligne, la tresse, le corps de ligne en tresse qui est donc du coup devant nous, on vient positionner comme ça le fluorocarbone, on laisse une bonne petite longueur, à peu près 15 cm, et on vient tourner dans ce sens là pour commencer. Et ensuite c'est très simple, on vient continuer à faire des torsades, on va dire, comme une sorte de tresse, de manière à générer de manière assez tendue des boucles
qui vont venir justement plaquer la tresse, enrouler la tresse, je dirais plutôt, autour du fluorocarbone. Donc entourer la tresse autour du fluorocarbone. Donc on continue comme ça. Dès que la ligne est un tout petit peu trop tendue, on vient tirer sur le frein que j'ai pas desserré. Malheureusement, c'est une erreur de ma part. On va recommencer ça. Voilà, on va encore desserrer encore un petit peu. Allez hop, on recommence. Très bien. Donc, du coup, on tire bien et on continue la torsade. Comme ça, comme ça, comme ça. Il faut bien tendre de manière à ce que la tresse soit bien serrée sur le bas de ligne en fluorocarbone. On continue comme ça et pour moi je compte pas en fait, c'est la longueur qui va compter. Je vais faire en gros 4 cm à peu près de longueur de tresse. On pourrait faire moins mais je préfère assurer, vous allez voir. Ça gêne absolument pas, ça passe dans les anneaux super bien. Dès que je suis trop tendu, je tire un petit peu sur le frein. Hop, voilà, hop, pour récupérer un petit peu plus de liberté pour faire mes torsades. Vous voyez là, hop, j'ai un peu raté la torsade parce que j'étais trop tendu. Je reprends, hop, voilà. Crac, et c'est reparti. C'est pas très délicat entre guillemets, on peut rater une ou deux torsades un peu moins tendues. Franchement vous allez voir, ça ne change pas grand chose. Voilà, une fois qu'on a fait, je dirais environ 3-4 cm, mais je dirais plutôt 3 cm, voilà, entre 3 et 4 cm, on vient couper la tresse du coup évidemment du côté de l'excédent, voilà. Et maintenant on vient faire quelque chose d'assez simple, on vient faire une boucle. Donc je vous montre, on passe par dessus le tout et on revient en mettant les doigts à l'intérieur de la boucle et on tire tranquillement et on fait une clé ou une demi-clé plutôt, et on va en faire une deuxième. À partir de là, il va falloir s'arrêter et on va prendre des gants et on va tirer entre du coup le corps de ligne ici en shock leader et la tresse, de manière à ce que la tresse elle vienne rentrer en force, serrer très fort le bas de ligne. Et c'est ça en fait qui va faire toute la force de ce montage, c'est que du coup il n'y a aucun nœud, c'est la tresse qui vient justement serrer le bas de ligne en fluoro et donc du coup qui vient justement s'accrocher dans la ligne en fluorocarbone. Et donc du coup ça c'est une étape qui est assez importante pour que le nœud ne glisse absolument pas. C'est un des risques potentiels qu'on a avec ce nœud. Si vous faites ça, votre nœud ne glissera pas. Du coup, avec une bonne paire de gants, on vient enrouler tranquillement tout ça. Et on vient tirer. Super fort. Voilà. Et là, vous voyez, enfin, je sais pas si on voit d'ailleurs, mais la tresse, elle vient rentrer à l'intérieur du bas de ligne en fluorocarbone. Elle vient s'incruster dedans. Donc voilà, il faut bien serrer. Ça c'est important. Et vous voyez, ça bouge plus du tout. Une fois qu'on a fait ça, je retire les gants. Une fois qu'on a fait ça, on va continuer à faire des demi-clés, donc comme tout à l'heure. Donc du coup on repasse au dessus, ensuite
j'y vais doucement, on repasse au-dessus, tac, on récupère de l'autre côté et on fait glisser. Voilà, et on fait ça pour faire, et donc du coup on serre un petit peu, hein, parce que ça c'est donc des demi-clés qui vont permettre juste de maintenir le montage en place. C'est pas ça qui empêche la ligne de glisser, c'est une finition, et vous allez voir que ça va servir aussi à masquer l'excédent de fluorocarbone qui reste là une fois qu'on l'aura coupé, de manière à ce qu'il n'y ait absolument aucune protubérance qui soit gênante à passer dans les anneaux, ni dans le sens du lancer, ni dans le sens de ramener. Comme on a de la longueur, c'est désagréable lorsqu'on mouline d'entendre cling 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 à chaque fois que le nœud de raccord en fait il passe dans les anneaux, et ça c'est très désagréable. Moi j'aime pas ça du tout, et ça avec un nœud FG bien fait, on n'a plus du tout ce problème. C'est hyper fluide, on sent presque rien, et du coup ça permet de pêcher vraiment jusqu'au bateau, même avec des très longs bas de ligne, comme on peut faire par exemple quand on pêche avec du jig métallique en mer. Donc on continue. Là c'est pareil, moi je me fie à la longueur, je me fie pas trop au nombre de tours, parce que suivant la taille et les diamètres de tresse utilisés, le nombre de tours correspond pas tout à fait à la même longueur. Moi du coup je me fie uniquement à la longueur. Regardez comme c'est esthétique, hein, et comme c'est sympa. Je sais pas si on voit très bien, et du coup ça fait une belle tresse comme ça là qui tourne autour. Bon là j'en ai mis pas mal, hein, faut avouer, on est pas mal, 100%. Et là donc on coupe à ras, évidemment on fait attention à pas abîmer la tresse. Et là la petite astuce, et là je l'ai pas coupé complètement à ras, du coup on va le recouper encore un peu mieux. Alors il faut vraiment que ce soit coupé à ras, totalement à ras, qui est plus du tout le bas de ligne qui ressorte. Et là écoutez, je sais pas si on va entendre, je tire et voilà, là en fait le nœud en tirant est passé au-dessus, juste au-dessus du tout petit bout de fluorocarbone qui restait, et en fait ça vient nouer la dernière boucle juste au-dessus. Et ça permet justement de faire en sorte que le fluorocarbone il est complètement masqué dans la tresse. Vous voyez, le montage il est parfaitement terminé, nickel chrome. Pour finaliser tout ça, je viens tout simplement couper l'excédent de tresse, mais je le coupe pas à ras. Je le coupe, je laisse un petit peu de longueur. Voilà, ça c'est le petit truc pour que justement, à force de lancer, ça ne puisse pas finalement se dénouer, ce qui peut arriver d'ailleurs. Et quand c'est comme ça, en fait, on vient recouper le petit bout de fluorocarbone qui vient ressortir, on vient le recouper à ras, et en fait ça continue, on peut continuer à, du coup on le remasque derrière la tresse quand ça bouge, mais en général ça bouge pas si c'est bien fait. Voilà. Et donc du coup pour finir tout ça, je vais mettre de la colle, donc de la cyanoacrylate, essentiellement sur la partie tresse ici. Alors au début ça va rigidifier tout ça, ce qui fait que du coup ça va être un petit peu désagréable sur le lancer ou la récupération, mais très rapidement en fait la colle va craquer un petit peu, et donc du coup ça va juste maintenir un petit peu le montage, et ça va du coup le côté désagréable va complètement disparaître, et du coup on aura quelque chose qui va tout à fait être parfaitement agréable pour la pêche. Voilà, et on a un super montage. Et là ça passe super bien dans les anneaux, et c'est hyper costaud. C'est le montage de base des personnes qui cherchent les poissons exo, comme moi d'ailleurs, les GT et tous les poissons hyper puissants qui demandent justement d'être hyper précis au niveau des nœuds, de tout le matériel pour pas se faire casser. Et donc du coup ça c'est un montage qui est absolument génial. On peut pêcher le thon, on peut pêcher absolument tout avec, et ça marche avec n'importe quel type de tresse et de bas de ligne. Du coup on peut utiliser même des gros bas de ligne en fluorocarbone très épais, hein, 250 300 livres voire au-dessus, ça passe pareil, et ça masque pareil très bien
le raccord justement entre les deux. Et donc du coup, il y a absolument 0 nœud, 0 faiblesse. C'est le meilleur nœud tout simplement. Pour confectionner un montage shallow rig comme celui-ci, vous avez besoin de sleeves. Je vous conseille d'utiliser des sleeves aluminium assez longs qui vont permettre de bien prendre la tresse métallique et ne pas glisser. C'est très important. Moi, ce sont des montages qui, tels quels, me permettent de pêcher le brochet, les gros brochets, mais aussi de pêcher les très grosses silures, hein, jusqu'à 2,40 m. Et donc, du coup, j'ai besoin de matériel qui soit hyper solide. Donc derrière, utilisez aussi des anneaux brisés de qualité qui vont permettre de finir les raccordements des montages. Derrière, donc du coup, utilisez des triples. Là, on a du 3.0 donc de chez Decoy, les YF33 qui sont vraiment un super piquant et qui sont des très bons hameçons pour pêcher le brochet, mais vous pouvez aussi pêcher des silures mais de taille moyenne. Et après, il va falloir partir sur du encore plus costaud pour les très grosses silures. Mais on n'est pas parti pour parler du silure. Après, utilisez des screw heads, comme ici les tip-up heads de chez Ilex. Là, vous avez du 15 grammes, ce qui va nous permettre de faire un montage qui va être polyvalent pour un Dexter Shad 250. Parce que après, on va rajouter des John Waite ici, donc des petits lestes additifs qui vont permettre d'ajuster justement le plombage du leurre en fonction de la profondeur sur laquelle on est, ce qui permet d'éviter d'avoir à changer ça trop souvent. Donc du coup, moi je pars sur des têtes plombées relativement légères, sauf si je sais que je vais pêcher dans un grand lac comme le lac Léman, etc., et que je vais chercher des grosses profondeurs. Du coup, bah, je mets directement du 20, du 25, ou voire même plus. Lorsqu'il faut, et après on va ajuster autour de ça en rajoutant du lest. Bon, donc du coup on va partir sur du 15 grammes là aujourd'hui. Ensuite, pour pouvoir fixer les fixations qui vont donc maintenir le montage dans le leurre, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est d'utiliser un fil comme ça de fer qui est donc du fil galvanisé ici, là, donc c'est du 9 mm. C'est un fil qui est très malléable et qui va vous permettre justement de faire très facilement ce type de petits supports qu'on va planter dans le leurre. Moi j'aime bien ces petits supports là et du coup je vais vous montrer ce montage là parce que du coup bon, c'est assez facile à faire et le seul inconvénient c'est que ça abîme le leurre. Donc si vous voulez effectivement préserver un peu plus votre leurre en évitant de le piquer tout le temps, vous pouvez utiliser ici, donc c'est Savage Gear qui fait ça, le Last Meter. Ce sont des petits screws en fait qu'on vient visser et coller à l'intérieur du leurre, comme vous pouvez le voir sur les images, et du coup qui va vous permettre d'avoir un montage qui sera éjectable. Donc du coup, quand le brochet va se piquer, il va pouvoir éjecter donc le montage. Ça va rester en place. Alors que sur les petits pics, comme vous avez vu ici que je viens rajouter, et bien du coup, on a quelque chose qu'on vient piquer et qui s'enlève, mais à chaque fois du coup, bon, ça fait travailler un petit peu le plastique autour du point de fixation. Donc du coup, vous avez ces deux possibilités-là. Moi, je vais vous montrer directement celle avec les petits picots. Donc, d'abord, la réalisation de ces petits pics. Très simple. Je vous conseille d'en faire 3 ou 4 par l'heure, vous allez voir, parce que ça permet de bien aligner le montage. Du coup, le câble en acier contre le leurre, et je trouve que là ça fait une finition qui est nettement, qui est très jolie. Donc ici vous piquez vous prenez avec votre pince le fil de fer et tout simplement avec le doigt vous tournez autour, vous voyez, vous torsadez et ensuite avec une pince plate vous terminez ça tranquillement, voilà. Et donc là, deux possibilités, soit vous faites un petit ergot pour les petits pics principaux qui vont permettre de vraiment maintenir les hameçons en place. Donc là, moi, je mets des petits ergots. Et pour le reste, c'est-à-dire les petits points qui servent uniquement à aligner le câble, comme il n'y a pas beaucoup de poids dessus, pour pas abîmer trop le leurre, du coup, je les laisse tout droit. Donc du coup, après, vous ajustez évidemment avec votre pince coupante la longueur. Et voilà, vous êtes bien. Donc à partir de là, on va commencer le montage. Alors, vous prenez une tip-up head que vous mettez, hop,
dans le nez du leurre. Donc là, j'ai pris une 15 grammes. Tac. Voilà. Derrière, vous prenez votre câble. Vous coupez un bon morceau. Hop. OK. Vous faites une première boucle qui va être attachée à l'avant du leurre via un anneau brisé. Un anneau brisé, oui, un anneau brisé, pardon. Ça, c'est toujours un peu pénible à faire. Voilà. Vous ajustez la longueur. Voilà, je vais pas mettre trop de longueur, ça va me servir à rien. OK. Et vous slivez tout ça avec une bonne pince à sleeve. Une fois que c'est slivé, c'est pas vrai. Vous coupez l'excédent. Vous voyez là le problème là du coup, techniquement c'est vraiment un câble d'acier de merde. Ça m'énerve. Ça ira bien. Ensuite, hop, et on attache ça sur le leurre. Voilà. Ensuite, on vient faisons attention que le câble ne se pète pas, mettre le deuxième sleeve. Là, mes sleeves sont un peu longs, c'est vrai, mais ça va me permettre voilà, hop, je vais nouer le deuxième sleeve. La longueur du premier câble d'acier doit être calculée pour positionner idéalement le triple de tête du leurre. Et donc du coup, il vaut mieux le mettre relativement en avant du leurre. Et donc du coup, par ici. Ensuite, on va mettre un anneau brisé. Et sur ce petit avançon, je vais mettre directement mon petit pic que je réalise avec mon fil d'acier. Alors, du coup, comme tout à l'heure, je viens le piquer, le prendre avec ma pince. Hop, je fais une boucle relativement petite, si je peux. Je termine ça avec une pince plate pour bien finir. Ensuite, je regarde un petit peu au niveau de la profondeur. Voilà, je vais le mettre à peu près jusque là. Donc du coup, je vais couper avec ma pince à ce niveau-là. Tac. Et du coup, voilà.
je peux planter et j'ai un truc qui est parfaitement idéalement placé pour pouvoir accueillir un triple. Ensuite, je vais faire mon deuxième câble d'acier, que du coup je vais faire un petit peu plus long pour que le triple soit bien à l'arrière du leurre, pour bien couvrir du coup tout le leurre. Hop, j'utilise un autre câble d'acier avec un autre sleeve. Je passe directement dans mon anneau ici mon câble avant de revenir dans mon sleeve. Voilà. Et hop, j'ajuste tout ça en tirant et en laissant une boucle pas trop grande. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Et maintenant, je peux sliver tout ça. Donc sur ce montage, vous remarquerez donc du coup que c'est le raccord, il est fait par le fil d'acier là, mais ce fil d'acier est très très solide et donc du coup ne va pas rompre sur un combat. Même sur les silures ça tient. Si vous avez un doute, plutôt que de prendre dans votre câble d'acier, je vous conseille à ce moment-là de faire prendre la boucle arrière sur la boucle avant directement. Donc du coup, relier ça directement ici pour justement être sûr de ne pas reposer sur des matériaux que vous n'auriez pas testés. Moi, dans mon cas, je les ai parfaitement testés et prouvés. Je sais que ça tient même sur des très grosses silures. Donc du coup, je suis tranquille. Ce qui me permet, du coup, après, d'utiliser un deuxième petit pic comme ça. Je vais utiliser un plus court que j'ai là. Hop. Que je vais positionner relativement en arrière. Par ici, ça va être pas mal. Voilà, pas trop. Voilà. Du coup, je vais passer, hop, ceci et cela. Refermer la boucle dans le sleeve. Et j'utilise la pince pour serrer tout ça. Voilà. Ensuite, hop, je coupe l'excédent de câble. Et mon montage est presque terminé. J'ai plus qu'à mettre mes triples. Voilà. Hop. Et ensuite, du coup, je vais positionner le triple arrière. Pour l'instant, d'ailleurs, je vais mettre le triple avant. Il ne reste plus qu'à terminer le montage en positionnant les triples. Hop, je mets un anneau brisé directement sur le câble ici. Hop, voilà. Et ensuite, un anneau brisé qui va permettre de maintenir le triple de tête. Et voilà, mon montage est terminé. On a déjà une finition qui est plutôt pas mal.
Et du coup, pour pouvoir le rendre encore plus joli, ici, comme on a un petit peu de longueur, ben, je vais rajouter encore un petit pic pour pouvoir justement bien aligner le câble sur mon leurre. Donc du coup, je vais tout simplement en confectionner un directement sur le câble ici, qui sera du coup un peu libre de coulisser, mais du coup, on le placera exactement là où on veut. Et donc du coup, on y est parti. Je prends ma pince, hop, je serre. Je tourne, voilà, hop, et je termine avec ma pince plate. Cette fois-ci, comme c'est un petit pic qui va uniquement maintenir juste le câble en position, il n'y a pas trop de poids dessus, du coup pas la peine de faire un petit ergot. Je vais uniquement, hop, faire une pointe. Et du coup, je vais positionner ça ici. Et voilà, j'ai un montage qui est vraiment pour le coup nickel, nickel. Au niveau du positionnement des hameçons, on a quelque chose de très bien. Les hameçons ne peuvent pas s'emmêler l'un avec l'autre. Donc on est parfaitement en termes de longueur bien fait. On a un triple plutôt côté tête qui va permettre justement de couvrir justement tout l'avant du leurre, et un triple à l'arrière. Le triple à l'arrière, il n'est pas trop large, de manière à ce que le triple ne se reboucle pas sur la queue du leurre systématiquement. Voilà. Et pareil ici, on a un triple qui est parfaitement adapté à la taille de mon leurre. Et voilà, donc du coup, on a un bon montage ventral, parfait pour pêcher big bait, avec des hameçons costauds. Et derrière, si je veux pêcher profondément en lac, par exemple, eh bien, je peux rajouter un John Waite ici, qui va permettre, hop, je vais plutôt, ensuite je peux réajuster, ensuite je peux utiliser un John Waite si je veux pêcher profondément, pour rajouter un lest supplémentaire et pouvoir avoir un leurre qui va du coup permettre d'évoluer plus profondément. Et ainsi de suite, ça me permet justement d'avoir une base, là 15 grammes, sur laquelle je vais pouvoir ajouter un petit peu de lest si j'ai besoin de descendre en profondeur. Voilà, j'espère que ça vous servira et que vous pourrez prendre avec ce type de montage des très très gros brochets.